nous pouvons commencer la table ronde numéro 2 qui porte le titre suivant: Relever le défi de la prévention avec les FAT-familles. Voilà, donc je resitue un petit peu le contexte. Vous savez que l'un des rôles primordiaux et la mission primordiale, je dirais, des professionnels des FAT-familles, c'est bien de faire de la prévention, d'accompagner les familles dans le cadre d'une prévention primaire. Et ça, lorsque ces professionnels-là font cette mission, ça leur permet effectivement d'éviter d'avoir à mettre en place des dispositifs auprès de l'aide sociale à l'enfance ou auprès de d'autres types de dispositifs. Il vaut mieux effectivement prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Donc voilà, le problème c'est que on s'aperçoit que depuis 15-20 ans à peu près, depuis 15 ans, on a perdu au niveau des interventions CAF quasiment la moitié des interventions. Voilà, donc c'est quand même très très important. Il faut absolument qu'on puisse remettre au cœur de nos métiers, de nos missions, l'intervention dans le cadre de la CAF ou dans le cadre de la PMI aussi, puisque la PMI fait partie des missions de prévention. Donc, je vais juste, avant de laisser la parole et de présenter les interventions à cette table ronde, je vais juste vous rappeler un certain nombre de règles. Voilà, vous pouvez utiliser effectivement la boîte questions-réponses. Voilà, alors vous pouvez effectivement poser vos questions dès maintenant, et puis ensuite on répondra dans un deuxième temps. Sachez que la table ronde est enregistrée, donc on pourra effectivement en replay écouter à nouveau la table ronde. Voilà, vous pouvez effectivement, pour mieux voir le PowerPoint, les PowerPoint, vous pouvez cliquer effectivement sur le PowerPoint pour le mettre en grand. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça, je vais vous dire. Je voulais aussi dire que notre partenaire Corum nous aide effectivement, nous a aidé tout au long de la préparation de ce webinaire. Donc on vous en a parlé ce matin. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez une présentation là de ce qu'est Corum. Qui a plus de 24 000 structures adhérentes, plus de 700 000 personnes protégées. Voilà, c'est un salarié sur 3 du secteur de l'aide de l'économie sociale et solidaire. Je pense que voilà, le Corum, effectivement, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. C'est important quand même de vous présenter Corum, qui est notre partenaire et qui nous aide dans ce webinaire. Alors, je vais vous présenter rapidement les trois intervenants. Vous avez Camille Debony, qui est de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, donc du ministère de la Santé et des Solidarités. Vous avez également Christine Faure, qui est donc directrice d'une association dans le sud de la France, à Marseille, l'AMFD 13. Et vous avez également Michel Dugnat, qui est pédopsychiatre, qui travaille aussi au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, hein, voilà, et qui fera dans un deuxième temps, voilà, avec Christine Faure une intervention croisée. Donc je vais laisser la parole à Camille Debony, voilà, qui va effectivement nous parler de comment la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, envisage effectivement de prioriser les politiques publiques de prévention et d'accompagnement à la parentalité, dont font partie les FAT-familles. Voilà, Camille, je vous laisse tout de suite la parole parce qu'on n'a pas trop de temps, donc il faut aller vite. Merci Camille. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement Camille Debony, je travaille sur les sujets de soutien à la parentalité
au sein de la Direction générale de la cohésion sociale, qui est une des directions donc, du ministère des Solidarités et de la Santé. Et je suis notamment référente à ce titre sur le dispositif d'aide à domicile, aux côtés de nos partenaires, donc, qui est la CNAF. Et puis, bien évidemment, donc, on travaille en lien très, très étroit avec les 4 fédérations nationales d'aide à domicile. Je vais détailler mon propos donc en 4 points sur la façon dont la DGCS envisage, en tout cas travaille sur les dispositifs de prévention et la façon dont on perçoit les SAD-familles comme un véritable dispositif de prévention. Je vais dans un premier temps détailler en quoi c'est un dispositif préventif de soutien à la parentalité. Ensuite, un second point sur comment ce dispositif a été valorisé dans le cadre de la COG qui a été signée entre la CNAF et l'État sur la période 2018-2022. Je décrirai un petit peu aussi en quoi c'est un dispositif finalement qui s'inscrit complètement dans les priorités gouvernementales et notamment dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours dont vous a parlé un petit peu Adrien Taquet, le secrétaire d'État ce matin. Et enfin, les perspectives donc pour ce dispositif et la façon dont on souhaite le valoriser, puisqu'il a été simplifié récemment pour pouvoir mieux accompagner les familles. Donc tout d'abord, je vais parler du premier point, donc en quoi c'est un dispositif préventif de soutien à la parentalité. Alors, on considère les SAD-familles comme un dispositif qui s'inscrit totalement dans la politique de prévention de soutien à la parentalité, puisque dans le Code de l'action sociale et des familles, les SAD-familles interviennent donc sur le fondement d'un article, donc c'est un article L312-1, enfin le 16e, et dans cet article, les SAD sont considérés comme des services qui assurent des aides personnelles à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice des familles fragiles. Cet article, il est complété par un article, un peu plus tard, qui stipule que ces services exercent des activités d'aide personnelle à domicile pour le soutien et l'accompagnement des familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien de l'environnement social. Cet accompagnement vise prioritairement à soutenir la fonction parentale, ainsi qu'à faciliter les relations entre les parents et les enfants, et subsidiairement à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion. Donc on voit bien là que finalement le fondement juridique de l'aide à domicile les positionne comme des dispositifs qui sont essentiels de soutien à la parentalité et que c'est vraiment leur objectif de pouvoir accompagner les familles dans un objectif vraiment de prévention pour éviter que certaines situations s'aggravent dans le temps. C'est un dispositif finalement qui s'inscrit dans l'intimité et dans le quotidien des familles, et c'est ce qui fait un petit peu sa particularité par rapport à d'autres dispositifs de soutien à la parentalité qui existent et auxquels il s'articule notamment. C'est que finalement, voilà, les professionnels sont vraiment au plus près des familles, travaillent avec elles dans leur quotidien, et c'est vraiment la raison pour laquelle c'est un dispositif qui est vraiment complémentaire par rapport à d'autres dispositifs de soutien à la parentalité qui existent. Enfin, donc c'est un dispositif qui est bien évidemment soutenu par l'État, mais qui est fortement coporté par la CNAF. Et nous travaillons vraiment de façon très étroite avec la CNAF pour déployer ce dispositif au niveau national. Alors, comment est-ce qu'on a valorisé ces dernières années les SAD-familles? Tout d'abord, on a valorisé ce dispositif dans le cadre de la COG, donc qui est la Convention d'objectifs et de gestion, que l'on a signée entre l'État et la CNAF sur la période 2018-2022. C'est une convention qui est extrêmement importante à la fois pour l'État et la CNAF, puisque on se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs ensemble sur 4 ans. Et on flèche aussi également certains financements par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés ensemble. Et dans cette convention, l'aide à domicile est citée plusieurs fois, puisque finalement, elle est vraiment au cœur des missions qui sont portées par la branche famille,
puisqu'à la fois, c'est un dispositif qui permet d'aider les familles à concilier la vie familiale, la vie professionnelle et la vie sociale. C'est aussi un dispositif qui facilite la relation parentale, qui favorise le développement de l'enfant, qui soutient les jeunes. Donc, en ce sens-là, elle répond tout à fait aux priorités de la branche famille. Elle crée aussi les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle, puisqu'il y a un fait générateur qui est vraiment axé sur l'insertion sociale et professionnelle. Et enfin, c'est un dispositif qui accompagne les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. Donc voilà, l'aide à domicile permet vraiment de répondre à ces 4 missions emblématiques de la branche famille. Mais en plus de ces 4 missions, en fait, c'est un dispositif qui est vraiment cité dans la COG, dans une fiche qui est vraiment dédiée au soutien à la parentalité et qui vise en fait à valoriser le rôle des parents et contribue à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants. Donc on voit bien que c'est un dispositif qui a été valorisé dans cette convention et que finalement, à travers vraiment la mise en avant de ce dispositif, c'est une reconnaissance de son utilité auprès des familles, puisque c'est un dispositif effectivement qui est essentiel pour ne pas laisser certaines difficultés s'aggraver. C'est la raison pour laquelle l'État et la CNAF ont souhaité fortement soutenir à nouveau ce dispositif sur la période 2018-2022. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ce dispositif? Les SAD-familles, en fait, s'inscrivent totalement dans la politique des 1000 premiers jours et plus globalement dans les priorités gouvernementales. Comme vous l'a un petit peu indiqué le secrétaire d'État Adrien Taquet qui a ouvert cette journée, si vous l'avez si vous étiez présent en début de matinée, il a fortement insisté sur la politique des 1000 premiers jours, qui est vraiment une priorité gouvernementale. Et en ce sens, l'aide à domicile s'inscrit totalement dans cette politique-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette politique des 1000 premiers jours? En fait, c'est une politique qui part d'un constat que les 1000 premiers jours de l'enfant, donc qui couvre du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant, c'est vraiment une période essentielle pour le bon développement de l'enfant. Et donc, le gouvernement a souhaité un petit peu creuser cette question et a sollicité en mars 2019 l'expertise d'une commission avec un certain nombre d'experts dont les travaux qui sont réunis donc régulièrement. Et leurs travaux devaient poser des bases pour une politique publique ambitieuse de prévention qui favoriserait le bon développement de l'enfant, l'accompagnement des parents, mais dans une perspective de lutte contre les inégalités de destin. On sait bien que les inégalités se forment dès la petite enfance, puisqu'ils naissent pas dans les mêmes environnements, ils n'ont pas tous les mêmes environnements de vie. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de combattre ces inégalités le plus tôt possible en accompagnant massivement et davantage les familles. Cette commission donc a remis son rapport en septembre 2020, donc il y a quelques mois. Et ça a permis d'identifier des pratiques préventives qui permettaient de lutter contre les inégalités et les fragilités qui se creusent dès la naissance. L'idée vraiment derrière, c'est de pouvoir vraiment investir massivement dans cet accompagnement des familles et des enfants pendant la période cruciale des 1000 premiers jours, donc qui couvre du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant. Donc aujourd'hui, quels sont les travaux qui sont engagés sur cette politique-là? Donc il y a bien évidemment le rapport de la commission des 1000 premiers jours que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu, qui est assez riche et que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et puis, on est aujourd'hui à un stade où on va déployer des mesures en direction des futurs et jeunes parents sur la base de ce rapport. Donc aujourd'hui, on est différentes institutions qui allons déployer des mesures. Donc il y a l'État, bien évidemment, et plus particulièrement le ministère des Solidarités et de la Santé, mais il y a aussi nos partenaires, la CNAF, la CNAM, Santé publique France, etc. On souhaite vraiment pouvoir déployer de nouvelles actions pour mieux accompagner les parents.
Aujourd'hui, vous connaissez une des mesures qui est un peu emblématique, c'est l'allongement du congé paternité qui a fait l'objet d'une forte exposition médiatique, mais nous souhaitons que ça ne s'arrête pas là et probablement qu'il y aura 15 à 20 mesures qui seront déployées dans ce cadre. Je vais revenir avant. Alors, pourquoi les SAD-familles s'inscrivent plus particulièrement dans cette politique des 1000 premiers jours? Parce que finalement, c'est un dispositif qui accompagne déjà énormément les futurs et les jeunes parents, pas que, mais notamment ce public-là, dans le cadre des faits générateurs grossesse et naissance. Ces faits générateurs étaient vraiment importants. Il y a un public qui est vraiment important sur ces deux faits générateurs-là. C'est la raison pour laquelle les SAD-familles en fait ont l'habitude d'intervenir sur ce public qui est plus particulièrement visé dans le cadre des 1000 premiers jours. Donc on a vraiment bien identifié le fait de renforcer, de valoriser tout le travail qui est fait par les professionnels dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, nous avons deux axes de travail sur lesquels nous souhaitons, alors on a commencé à réfléchir, on est en cours de réflexion, mais nous avons deux axes de travail sur lesquels nous souhaitons pouvoir engager des travaux. C'est tout d'abord améliorer la connaissance des SAD-familles auprès des familles. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, trop peu de familles ont connaissance de ce dispositif qui peut pourtant leur être d'une aide importante et éviter qu'il y ait des difficultés qui s'aggravent. Or, voilà, peu de familles le connaissent et finalement, nous souhaiterions vraiment valoriser davantage ce dispositif auprès des familles et engager un travail de réflexion à ce sujet avec la CNAM et les fédérations. Pour savoir voilà, comment on s'y prend, comment on peut mieux communiquer auprès des familles, comment aussi on peut peut-être simplifier certains termes. Il y a peut-être des termes qui sont peut-être un peu trop complexes ou pas assez compréhensibles pour les familles. Donc il y a tout un travail de réflexion qu'on va essayer de mener avec nos partenaires. Et puis le deuxième axe de travail que l'on souhaite se donner, et Adrien Taquet l'a un petit peu souligné ce matin, c'est d'améliorer la connaissance de ce dispositif auprès des professionnels de santé. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, effectivement, les professionnels de santé n'ont pas forcément bien connaissance, ou en tout cas, on en a entendu un petit peu parler, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est vraiment. Et on souhaiterait vraiment créer des ponts entre les professionnels du secteur sanitaire et social et les professionnels de santé, pour permettre à ce qu'il y ait davantage de recours sur l'aide à domicile et sur l'aide à domicile famille, et de permettre de faire des ponts et des articulations entre, par exemple, des professionnels qui interviennent au domicile des familles sur le plan santé, je pense notamment aux sages-femmes, mais qui pourraient potentiellement orienter certaines familles lorsqu'elles identifient des problématiques spécifiques qui relèvent des familles, qui pourraient éventuellement faire le lien et faire ce pont en les orientant vers les familles si elles trouvent qu'il y a des problématiques qui peuvent les concerner. Donc voilà, donc c'est un petit peu ces axes de travail sur lesquels on va se pencher dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois. Nous pensons vraiment que ça peut aider justement ce dispositif qui est essentiel pour nous à être mieux connu sur le terrain, à être mieux connu par les familles, à être mieux connu par les professionnels, pour qu'ils puissent bénéficier au maximum de familles qui peuvent en avoir vraiment besoin pour les aider et pour éviter effectivement qu'il y ait des difficultés qui soient plus importantes par la suite. Enfin, dernier point. Sur l'actualité, donc en plus des 1000 premiers jours, l'actualité a été aussi assez dense ces derniers mois, puisque c'est un dispositif qui a été simplifié pour mieux accompagner les familles, pour le rendre aussi plus clair et plus lisible pour les professionnels. C'est tout un travail et un chantier qui a été piloté par nos partenaires de la CNAF ces derniers mois. L'idée, c'était vraiment de permettre à ce que ce dispositif soit plus lisible. Il était parfois un peu complexe pour certains professionnels de s'y retrouver. C'est vrai que c'était parfois un peu technique.
Et la CNAF a entamé un vrai travail pour permettre de simplifier au maximum les choses afin que les professionnels puissent bien s'approprier ce dispositif et orienter les familles. Donc à ce sujet, il y a quatre grands points qui ont été un petit peu transformés. Le premier point, c'est que les différents faits générateurs, les événements déclencheurs ont été regroupés dans 4 grandes thématiques. Donc à la fois la thématique périnatalité avec l'arrivée d'un enfant. Donc effectivement, c'est tous les faits générateurs autour de la grossesse, autour de la naissance. C'est aussi il y a aussi une deuxième thématique qui est autour de la dynamique familiale. Là, nous retrouvons les différents faits générateurs qui nécessitent une réorganisation ou un réajustement ou une nouvelle réorganisation familiale, par exemple autour des familles nombreuses, autour de la santé, par exemple. Il y a aussi une thématique autour de la rupture familiale, donc tout ce qui concerne les séparations, les décès, l'incarcération aussi, par exemple. Et enfin, une thématique autour de l'inclusion. Donc ces 4 grandes thématiques permettent de mieux comprendre ce que recouvre l'aide à domicile, tout en étant assez simple et assez compréhensible. Le deuxième point, c'est qu'il y aura une harmonisation des conditions d'éligibilité, puisqu'effectivement, les conditions d'éligibilité n'étaient pas les mêmes selon un petit peu les faits générateurs, les événements déclencheurs. Donc l'idée derrière cette harmonisation des conditions, c'est de faire en sorte que toutes les familles, dès leur premier enfant ou avec un enfant à naître, et jusqu'à les 18 ans de l'enfant, puissent bénéficier de l'aide à domicile, ou en tout cas d'en formuler la demande. Le troisième point, c'est l'harmonisation des modalités d'intervention. Donc là, c'est plutôt autour des durées d'intervention. L'idée derrière ce troisième point, c'est de faire en sorte que les durées d'intervention puissent aller jusqu'à 1 an après le début d'une intervention, quel que soit le fait générateur. Donc là aussi, c'est une simplification pour permettre aux professionnels d'avoir des critères un peu homogènes, quel que soit le fait générateur. Et enfin, l'idée, c'est de permettre à ce que l'aide à domicile soit vraiment adaptée aux besoins de répit des parents. Vous le savez, aujourd'hui, on parle énormément de répit parental, le fait que on parle aussi beaucoup de burn-out parental, le fait que des parents parfois ont des grosses difficultés à gérer un petit peu tout de front, l'éducation de leurs enfants, et puis leur vie professionnelle, etc. Ce qui crée parfois des difficultés très fortes chez les familles. Et l'idée, c'est qu'on puisse s'appuyer sur l'aide à domicile comme un dispositif qui puisse aider les parents à souffler, à avoir des temps de répit. Et donc, à travers ce quatrième point, c'est finalement l'assouplissement des conditions d'absence du parent pendant l'intervention. C'est finalement permettre aux professionnels d'intervenir davantage hors présence parentale pour que les parents puissent notamment faire par exemple des démarches administratives ou faire d'autres choses à côté, et qu'il y ait les enfants qui soient dans un cadre sécurisé avec des professionnels par ailleurs. Donc bien évidemment, ce dernier point, l'idée ce n'est pas que les professionnels interviennent tout le temps hors présence parentale, c'est pas du tout le sujet, mais c'est que justement on puisse assouplir un petit peu ces conditions et permettre à ce qu'il y ait un petit peu plus d'intervention hors présence parentale pour répondre un petit peu aux besoins des parents et leur permettre de souffler, ce qui contribue finalement à aussi disons un meilleur état de santé à la fois physique et psychique des parents et une meilleure disponibilité des parents pour les enfants, pour leur famille, lorsqu'ils ont des temps un petit peu pour souffler. Donc ça, effectivement, c'est un chantier qui est lancé par la CNAF, qui va permettre, qui à la base a vocation à pouvoir se réaliser très prochainement et qui va être très proactif probablement et donc qui va permettre de pouvoir se réaliser depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est une grosse avancée et je félicite vraiment mes collègues de la CNAF qui ont travaillé sur ce sujet-là.
Voilà pour mon intervention. Je pense qu'on prendra les questions à la fin. Si vous avez des questions, je les prendrai à la fin du coup de la table ronde. Voilà. Donc merci Camille pour cette présentation complète. Alors je vais passer directement la parole à Michel Dunia et Christine Faure, puisqu'on a déjà pris un petit peu de retard, malheureusement, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura quand même une séance de questions-réponses à la fin, y compris sur le dispositif CNAS, etc. Donc, je vous laisse la parole. Comment vous vous organisez tous les deux, entre Christine et Michel? Michel, on est à Marseille, on l'a fait mano à mano. Comme les gens qui sont dans cette salle savent, Marseille est une ville qui a été profondément spoliée par la 25 ans de municipalité Gaudin. Et ce qu'on essaye de faire actuellement avec Christine, c'est de contribuer à l'amélioration des choses pour les familles, et plus particulièrement bien sûr pour les familles avec bébés, parce que on n'a pas attendu le printemps marseillais pour essayer de faire des belles choses sur Marseille. Christine et moi avons l'habitude d'intervenir auprès de publics divers. Je vais être obligé de me présenter un petit peu, mais donc on s'est dit qu'on allait faire comme on le sentait, c'est-à-dire en essayant de vous montrer comment un processus long, engagé avec un conseil départemental pas attentif et une municipalité aux abonnés absents, a quand même pu se mettre en place. Je dis ça parce que ce que nos collègues de l'Isère ont montré, c'est juste génial. J'étais perdu d'admiration sur la façon dont ils ont géré, dont leur rétex était bien monté. Mais je pense à tous les territoires français. J'ai appris ça dans le Vaucluse, grâce à mon ami le député Jean-François Césarini, malheureusement disparu. On voit à quel point quelque chose est possible, même dans des territoires franchement défavorisés, et qu'il ne faut pas baisser les bras en se disant à cet endroit-là on n'a pas ça, à cet endroit-là on n'a pas ça. Il y a toujours et partout, dans chacun de nos départements, des trous dans la raquette. Ce qu'il faut, je reprends cette expression qui est assez à la mode, ce qu'il faut c'est chercher quotidiennement, situation par situation, la façon d'aller réparer pour une famille le trou dans la raquette. Comme vous le savez, les TISF sont pas assez nombreux sur certains territoires, et à ce moment-là, eh bien, les services de PMI doivent pallier avec le fait que les TISF sont pas là. Il y a des territoires où il n'y a pas des dispositifs d'hospitalisation parents-bébés dont certaines femmes ont absolument besoin. Eh bien, à chaque fois, les professionnels, qu'ils soient du sanitaire ou qu'ils soient du médico-social, pour faire vite, essayent, famille par famille, de trouver une solution le mieux possible. Je voudrais, alors c'est plus facile de le dire parce qu'Adrien n'est pas là, donc Madame de Vigny, vous qui êtes dans les administrations, bouchez-vous les oreilles. Je suis obligé de dire aux collègues TISF que ça fait, en tant que pédopsychiatre, puisque je suis pédopsychiatre à la Sciences publiques hôpitaux de Marseille, et aussi à Montfavet, c'est-à-dire dans le Vaucluse, dans un hôpital psychiatrique à l'ancienne, où certains patients vont vraiment pas bien. Depuis 20 ans que je travaille avec les TISF de près, sur le terrain à Avignon, et puis au niveau national, jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi enthousiasmant que ce qui vient de nous être présenté. D'un mot, vous avez peut-être en tête, pour certains ou certaines d'entre vous, que l'État a fait il y a 15 ans pour la périnatalité, c'est-à-dire l'obstétrique, la pédiatrie et les aspects psychiques de la période périnatale, un effort considérable de 265 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a mis plus de pédiatres, plus d'obstétriciens, plus de sages-femmes, plus de psychologues dans les maternités. Et puis on nous a dit, on ne fera plus jamais un plan périnatalité. Ce qui est en train de se passer actuellement,
vous le voyez, avec la cohérence de la politique qui nous est proposée, c'est une sorte de quatrième plan pour la périnatalité centré sur la dimension psychique et sociale de la périnatalité. Et c'est à cette chose enthousiasmante que nous sommes collectivement, tous les gens qui s'occupent de femmes enceintes et de bébés jusqu'à 1 an, 2 ans, que sais-je, nous sommes convenus. Les inégalités territoriales, Christine, tu m'arrêtes quand je suis à 10 minutes, hein, je suis un bavard impénitent, tu le sais, les inégalités territoriales sont terrifiantes. On va vous les montrer dans le domaine des unités parents-bébés qui existent. On voit l'écran. Vous le voyez sur l'écran, ces inégalités sont des iniquités, sont des choses insupportables. Les inégalités sociales de santé au sens le plus large, la santé physique, mais aussi bien sûr la santé psychique, sont des choses qui est un scandale qu'un État républicain ne doit pas tolérer. Ce que vous voyez là, en vert, c'est les endroits où il y a des trucs pour les femmes qui vont pas trop bien, mais qui s'en sortent encore, des choses pour les femmes qui sont au bord du gouffre, et les choses pour les femmes qui sont tombées dans le gouffre. Là où il y a du vert, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Les coordinations entre le PISF et la PMI. Ah, on ne sait pas ce qui se passe là. Les unités d'hospitalisation de jour, les équipes mobiles et les équipes d'hospitalisation à temps plein, dont 1/1000 des femmes, mais 1/1000 ça fait beaucoup, ça fait 800 femmes par an, ont absolument besoin. Là où c'est rouge, il n'y a rien. Rien qui vienne soutenir avec le bon niveau d'intervention ces femmes et ces bébés. Et le secrétariat d'État a pris le taureau par les cornes en annonçant de façon provocante la création de 10 unités d'hospitalisation, soit de jour, soit à temps plein, et la création de 20 équipes mobiles. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, le service public de psychiatrie et surtout la psychiatrie périnatale tout entière vont avoir un défi à remplir. Et ce défi, nous ne le remplirons que si nous le faisons en étroite articulation avec les différentes fédérations, parce que les fédérations, évidemment, c'est compliqué pour les psychiatres de comprendre ça. Il y en a 4. Alors bon, laquelle, comment elles s'appellent, elles ont des noms à coucher dehors, évidemment, mais vous savez qu'il y a des inégalités territoriales graves en matière de TISF, on l'a dit, on n'y revient pas. Et en l'occurrence, l'idée c'est que les projets qui sont montés, qui vont être montés dans le cadre des hôpitaux, les hôpitaux généraux, les hôpitaux universitaires et aussi les hôpitaux psychiatriques, doivent se monter à l'échelle des territoires, c'est-à-dire des départements, en incluant évidemment la protection maternelle et infantile, mais aussi, vous le comprenez bien, les TISF. Donc je vous lance un appel, à chaque chargé de secteur, à chaque TISF, à chaque directeur, à chaque président d'association. Cet appel, c'est ayez en tête, très concrètement, on va parler de fric, que Adrien Taquet, alors que la pédopsychiatrie est en pleine déliquescence, alors que la psychiatrie va mal aussi, a mis tous les moyens, pas tous, j'exagère un petit peu, excusez-moi, mais sur le bébé. On a entendu évidemment Camille Devenny nous parler d'investir. Oui, il faut investir dans les bébés pour dans 30 ans. Il faut que les professionnels aient une vision à 30 ans. Il faut qu'on sache ensemble que si on soigne bien les parents, si on les entoure, si on crée un village autour d'eux, eh bien, ces professionnels, ils assurent la génération d'après, parce que ce qui se passe avec le développement du cerveau dans les premières années, c'est, on le sait maintenant assez bien, quelque chose qui impacte toute la suite de la vie jusqu'à l'âge adulte. Les modalités concrètes, on en parlera à un autre moment, mais Christine, je veux bien que tu nous racontes tout ce qui a déjà été fait grâce à toi et à l'autre fédération, parce qu'à Marseille, on a 2 fédérations, pour ça, très concrètement, avec l'histoire des 20 heures. Alors bonjour à tous.
et merci pour cette invitation donc à témoigner sur le dispositif des 20 heures en périnatalité. Et oui, à Marseille, il se passe des belles choses. Et pour planter un peu le décor, l'association L'aide aux mères et aux familles à domicile, donc la MFD 13, existe depuis 1929 et gère un service de 110 TISF qui interviennent sur tous les secteurs, sur tous les arrondissements de Marseille, Aubagne et La Ciotat. Et donc on peut dire que l'association accompagne depuis l'origine l'évolution de la société et de la famille dans tous ses états. Donc l'association est conventionnée bien sûr par la CAF dans le cadre de la politique familiale et autorisée par le conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance et sur les actions en périnatalité. Donc l'association porte un réseau médico-social de proximité sur La Ciotat, avec une convention avec la maternité de La Ciotat, et dans le cadre des 20 heures en périnatalité, une équipe de TISF interviennent sur le quartier nurserie de la maison d'arrêt femmes des Baumettes pour justement favoriser les liens mère-bébé. Donc en fait, pour reprendre un peu l'origine du projet, en 2006, effectivement, les TISF faisaient remonter à quel point elles avaient le sentiment d'avoir toujours un temps de retard et de venir trop tard dans les familles. Et l'idée, c'était effectivement d'être là à l'arrivée du bébé dès la sortie de la maternité. Là, il faut saluer le travail qui s'est fait avec le conseil départemental qui a effectivement financé et s'est engagé de manière volontaire sur ce projet de financer 20 heures de TISF dès la sortie de la maternité. L'idée de ce dispositif, en fait, est de dire que la fragilité est universelle et qu'elle est liée à l'arrivée de l'enfant sans forcément de problématiques sociales. Donc ça, c'est un point très important parce que, donc, initié par les puéricultrices de la maternité, les interventions donc du TISF de 20 heures, ce qui représente enfin 5 fois 4 heures, sont financées par donc le CD, sans reste à charge, et permettent de proposer et de mettre en œuvre des apprentissages, des espaces de transmission. Donc ces interventions s'inscrivent dans une culture de la prévenance. Il s'agit pour le TISF de prendre soin du bébé, de prendre soin de la maman pour qu'elle prenne soin de son bébé. Il s'agit d'une attention donnée, de prendre du temps, ce qui devient, on le sait, un peu rare dans le travail social. Donc on voit bien que cette intervention qui est concrète, comme ça a été dit, qui s'inscrit dans l'optique de pouvoir être là au bon moment et au bon endroit, c'est d'accompagner les tout premiers jours de l'accueil de l'enfant. Il s'agit de construire une intervention périnatale dont la finalité doit justement aider certains parents, ceux qui le souhaitent et ceux qui ne peuvent plus faire autrement, à élaborer un sentiment de compétence et de responsabilité parentale, et non pas au sens où il suffirait d'appliquer un manuel du bon parent. Le TISF, en intervenant à domicile, apporte une aide concrète par le biais des tâches ménagères et des activités domestiques, pour mener à bien, en concertation, un soutien pour faire face au changement et à la fatigue. Ce critère fatigue, c'est un point très important. On a beaucoup travaillé parce que ça parle à toutes les femmes qui viennent d'accoucher, parce que c'est difficile d'accepter l'intervention d'un professionnel. Par contre, la manière dont ça peut être présenté sur ce versant de la fatigue et d'apporter un soutien dans cette période-là, on voit que les mères se saisissent de cette possibilité et ce qui va permettre effectivement après d'appréhender d'autres difficultés. L'expérience professionnelle des TISF leur permet d'acquérir
une richesse d'observation alliée à une formation adéquate les place au premier plan pour repérer les troubles de l'attachement et permettre une intervention précoce. Ainsi, par son action, le TISF va créer un espace contenant, une ambiance, des solutions concrètes pour faciliter les choses. On peut dire que cette attention est vécue comme un soin et c'est une posture professionnelle dans le travail social à domicile. Donc, au fil du temps, on voit que ce projet de prévention précoce a montré toute sa pertinence. Une étude a été faite et a du coup pérennisé cette action. Ça a été ouvert à toutes les associations du département qui sont autorisées par le département. On voit que ce dispositif aussi a permis au niveau du territoire de travailler avec la CAF pour faire en sorte justement que l'action, la prévention précoce en périnatalité soit vécue comme une action, une intervention prioritaire et que le reste à charge ne doit pas être un obstacle. On a mis en place effectivement la possibilité de demander des dérogations pour que très rapidement l'intervention puisse se mettre en place. Donc il faut saluer aussi ce travail de partenariat de réseau avec la CAF. Et on voit que ça permet effectivement, soit après les 20 heures, la poursuite des interventions. En fait, on est en train d'agir pour qu'il y ait de moins en moins de non-recours. Le partenariat s'est formalisé au fil du temps, bien sûr avec les unités par enfant, de l'unité d'Israël ou avec Sainte-Marguerite, donc avec Michel Vigna. Et on voit que là, on met en place un travail, on va dire, sur mesure, dans le cadre de la prise en charge de mères en situation de souffrance psychique. Donc, ça nécessite une coordination très importante. Il s'agit, là, on voit, d'interventions où on peut intervenir 5 fois par semaine, où il faut être très, très réactif. Vous l'avez dit, le travail de la coordination est très important. C'est un vrai travail qui n'est pas toujours des fois compatible avec le fonctionnement des SAD, où on est quand même sur un fonctionnement de travail à l'heure, et les TISF qui sont en intervention n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir répondre aux autres partenaires qui les sollicitent. Donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir sur ce versant-là. Quoi qu'il en soit, avec le département, les choses aussi se sont formalisées. Aujourd'hui, dès qu'une intervention est programmée, les PMI sont au courant de quelle est la TISF qui intervient. Elles peuvent se concerter par téléphone, faire des rencontres ensemble. Et on voit au fil du temps qu'il y a un vrai binôme qui s'installe entre TISF et puéricultrice. Du coup, le travail doit se poursuivre sur vraiment ces protocoles d'intervention, formaliser davantage sur le démarrage des interventions, qui va complètement dans le rapport des 1000 jours, c'est-à-dire créer des alliances, mieux se connaître, mieux s'identifier, mieux connaître la place des SAD au niveau de l'intervention, qui ne sont pas des prestataires de services, mais des vrais travailleurs sociaux du domicile, et qu'il faut davantage travailler l'interconnaissance et davantage travailler des protocoles d'intervention pour permettre une action après de parcours, justement d'accompagnement de parcours gradué. Du coup, Michel, je pense que c'était bien d'illustrer par rapport à la situation dont tu me parlais. Hier, alors que j'étais dans le Vaucluse, parce que je travaille à la fois dans le Vaucluse et j'ai été appelé par Emmanuel, qui est une des TISF, qui travaille avec Ginette Saviello, qui est la chargée de secteur, qui a aussi le 11e arrondissement de Marseille. Alors j'étais vraiment sur tout à fait d'autres choses, mais j'ai senti au son de la voix d'Emmanuel que c'était important qu'on puisse prendre du temps. Alors je la connaissais pas parce que je peux pas connaître toutes les TISF qui travaillent avec Ginette et avec Christine. Et elle m'a raconté qu'elle était à domicile, dans le cadre des 20 heures,
dont tu viens de parler, Christine, et qu'elle tombait dans un truc qui l'étonnait. Alors, bon, je lui ai dit que j'allais sortir de la réunion GT, elle m'a raconté la situation, et j'ai senti son désarroi, et j'ai été moi-même un peu dans le désarroi. Je me suis dit, merde, on s'est encore planté. Quand je dis merde, nous, c'est le sanitaire, les médecins pédopsychiatres engagés en périnatalité dans leur service, les différents hôpitaux, et on a déplié la situation. C'était une dame d'une ethnie qui est d'un groupe qui est français en partie, Mayotte, et pas français en partie, la Grande Comore. Et je connais assez bien cette communauté parce que bon, c'est des gens hyper sympas qui à Marseille se soutiennent entre eux. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, et puis je me suis rendu compte que j'avais pensé, parce qu'on était dans l'urgence, à la Comore alors qu'elle me parlait d'une famille capverdienne. Donc je me suis dit, bon, c'est trop vite pour moi, il faut qu'on se ralentisse. Nous avons besoin, dans une société de l'accélération, à certains moments de ralentir, et il faut reconnaître au TISF, comme aux autres professionnels, le droit de poser leurs fesses dans un fauteuil, d'être en zoom et de réfléchir en prenant du recul. Alors, on a géré avec Emmanuel au plus pressé. La dame refusait l'intervention, elle était partie, mais elle était chez sa mère, parce qu'elle s'appuyait sur ses ressources, sur sa famille. Et donc, j'ai considéré que cette mère, qui était donc la grand-mère du bébé, était une ressource. Et donc, on a parlé ensemble avec Emmanuel, et puis après, on a fait rentrer la grand-mère dans la réflexion. Je vais un peu vite, hein, je ne sais pas si Emmanuel s'y retrouverait. Mais entre-temps, on a eu le temps de voir que cette femme, dont la mère disait que c'était une dépression, c'était certainement pas une dépression, parce que Emmanuel sait bien qu'une dépression, ça ne se traite pas par un implant, ni par un neuroleptique d'action prolongée. Donc on s'est dit que ça devait être autre chose, et on a indiqué qu'il allait falloir tenir compte de ce que je pouvais imaginer de la pathologie de cette femme, parce que évidemment je pouvais un peu deviner, mais pas beaucoup, et l'idée a été que cette intervention se termine sur une tentative qui est une deuxième intervention. C'est-à-dire que Emmanuel puisse revenir au domicile la semaine prochaine, et on a décidé avec Emmanuel que moi j'allais pas proposer une consultation. Parce que je suis psychiatre quand même, je suis désolé, mais bon, les pédopsychiatres, vous savez, ils sont aussi psychiatres. Et je me suis dit, si on dit à cette femme qui doit être suivie quelque part, qu'elle doit aller à l'hôpital de Sainte-Marguerite, où il y a toutes les spécialités, mais en particulier la psychiatrie, je savais qu'on allait dans le mur, ça allait mettre la prise en charge par la TISF en difficulté. Donc on a laissé les choses se refroidir, et un peu furax, il faut bien le dire, j'ai fait le tour de tout ce qui avait été fait pour cette femme. Donc j'ai cherché le trou dans la raquette, un peu rapidement évidemment. Bon, je ne dirais pas que j'ai engueulé mes collègues, mais je me suis dit, mince, on s'est planté sur cette situation. Non, tout avait été bien fait, c'est-à-dire que cette femme, à peu de choses près, cette femme a un psychiatre traitant, avec qui elle s'entend bien. Elle était connue des équipes qui travaillent dans la maternité de la Conception, qui est la maternité la plus en difficulté. C'est comme le 93, le 3e arrondissement de Marseille, pour les gens qui connaissent le 93 évidemment. Et à ce moment-là, une fois que j'ai vu que tout le monde avait fait de son mieux, je me suis rendu compte que chacun de son côté avait fait de son mieux, mais le trou dans la raquette, il était dans le fait que la PMI du 11e, qui fait de son mieux, dans cette situation hyper compliquée, n'avait pas simplement dit des trucs simples à Emmanuel, c'est-à-dire, c'est une situation un peu particulière. D'ailleurs, le premier enfant est évidemment placé, mais placé chez son père, et donc il va falloir adapter les 20 heures. Et donc on l'a envoyé au charbon. Donc, bon, j'ai pu affiler mon 06, donc ça allait bien. Elle a pu s'appuyer sur sa hiérarchie, mais vous imaginez bien que quelque chose qu'il a mis dans le cerveau, et quelque chose qui, quand je vous le rappelle, me met en colère, il va falloir qu'on fasse un retour, alors pas un rétexte, une réunion tranquille, qu'on va se poser avec tout le monde pour voir qu'est-ce qui a empêché nos collègues de la PMI
Et en plus, c'est des collègues sur un territoire où la PMI n'est pas... Enfin, la PMI existe encore, donc c'est pas normal ce qui s'est passé. Il va falloir qu'on se parle pour voir comment, entre la PMI, la psy d'adulte, la psy de l'enfant, on peut mettre tout ce qu'il faut autour de cette femme qui a la chance d'avoir une mère qui est probablement en capacité de s'occuper de l'enfant, parce que vraisemblablement, cette femme ne peut pas, elle va pas pouvoir répondre aux besoins affectifs. Et ça nous ramène la question de la prestation compensatoire des personnes handicapées sur le handicap psychique dans la parentalité, qui est aussi une question qu'Adrien Taquet a bien en tête. Donc après, je réglerai mes comptes de pédopsychiatre avec le psychiatre d'adulte qui a écrit dans son dossier « Bon contact avec sa fille », mais il écrit ça il n'a sûrement pas été à domicile, et celle qui aurait pu dire s'il y avait un bon contact ou pas, et c'est extrêmement important, c'est probablement la TISF ou la cuillère de PMI si elle a été à domicile. Chacun a sa place. Sur le bon contact avec sa fille, c'est du ressort du pédopsychiatre, informé par la TISF qui travaille en direct. Parce que je veux pas être taquin, le temps passe évidemment, puis mon chat me dérange, mais en l'occurrence, si chacun est à sa place et qu'on a le temps de se parler ensemble, on va fabriquer un village qui sera vraiment autour de la femme. Et dans le village, évidemment, il y aura la famille, mais un peu plus loin autour de la famille, parce que le plus difficile, c'est l'isolement dont Adrien Taquet parle régulièrement. Mais si dans le village, il y a à la fois la famille, le réseau primaire, et à la fois les professionnels coordonnés étroitement, eh bien, cette femme, elle va sentir qu'on est bienveillant. La difficulté, et là je vais être complètement taquin, c'est que depuis ce matin, on fait comme s'il n'y avait qu'un seul métier de TISF. Il y en a deux. Il y a les TISF qui travaillent en prévention, et les TISF, qui travaillent avant la prévention, je ne sais pas comment il faut dire. C'est-à-dire que l'image des TISF est compliquée dans l'esprit d'un certain nombre de femmes par le fait qu'elles travaillent avec l'aide sociale à l'enfance. Et c'est pour ça que de façon un peu provocante, je dis que exercer deux métiers différents dans la journée, quand je donne des formations, eh bien, c'est quelque chose de difficile. Comme l'a très bien montré l'exposé de Geneviève Guégan, les TISF font des choses très différentes dans la journée ou d'un département à l'autre. Et l'image qu'elles donnent aux femmes qui ont besoin d'elles dépend de la proportion en CAF et en départemental. Ça, c'est une question qu'il faudra ensemble, que l'alliance que j'anime, et dont on va vous montrer tous les membres, se saisissent dans les mois qui viennent, parce que il va y avoir encore plus de monde à domicile, et la question de la coordination qui a été, excusez-nous, hein, on a des chats, faute de bébé, on a des chats, la coordination va être nécessaire entre des métiers, mais territoire par territoire. Toutes les associations que vous voyez défiler là, et dans lesquelles vous allez voir défiler évidemment les 4 fédérations, doivent, au niveau de chaque territoire, savoir penser métier par métier la façon de se coordonner. Cela suppose que tous les métiers que vous voyez là, les obstétriciens, les pédiatres, les puères, les sages-femmes, évidemment, mais ça tombe plus. Et puis, évidemment, vos 4 fédérations doivent pouvoir, à l'échelle de chaque territoire d'une maternité ou à la limite territoire d'un département, se parler de qui fait quoi au nom de quoi pour que chacun soit à sa place. Ça n'est pas impossible, c'est le défi, le gant que nous a envoyé Adrien Taquet en demandant de faire des propositions concrètes, adaptables à des territoires très différents, sur la base de cet investissement, pas seulement évidemment les 10 millions pour les unités parents bébés et les équipes mobiles parents bébés, mais de toutes les autres mesures dont il a déjà été question, comment pouvons-nous territorialement nous saisir de cette question des inégalités territoriales pour y apporter une réponse modeste, territoire par territoire, adaptée,
à différentes choses. Ça, je pense que c'est pas hors de portée pour nous, à condition qu'on puisse. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde des départements, donc je vais faire un peu lourd, un peu démago, faire remonter des choses des gens qui ont les mains dans le cambouis, au moment où il y a des choses qui descendent d'en haut, c'est-à-dire du ministère, et où il va falloir département par département faire avancer les choses, parce que entre le haut et le bas, il y a le département. Chacun sait, ça dépend du département. Il y a des départements riches qui ont des PMI pauvres, il y a des départements pauvres qui concernent des PMI riches. Eh bien, il va falloir traverser cette chose qu'il y a 30 ans, on a été décentralisé par le maire de Marseille, M. Defer, et que nous payons actuellement les difficultés de pilotage qu'éprouvent les gens qui veulent faire avancer les choses en haut et les gens qui veulent faire avancer les choses d'en bas. Christine a montré très bien que nous, on a trouvé sur le département des Bouches-du-Rhône quelque chose. Dans le Vaucluse, j'ai rencontré le président du conseil départemental. Je lui ai montré qu'il pouvait faire d'importantes économies grâce à un outil de sensibilisation qui est à votre disposition. C'est-à-dire qu'on peut, si on est dans un département, choisir un territoire. On peut aussi choisir, je sais pas moi, la circonscription de son député. On peut aller voir son député avec un outil qui montre toutes les économies que nous pourrions faire à l'échelle de différents territoires si nous avions vraiment l'ambition partagée d'une politique, de politique publique intense. Regardez ça, je le fais sur le Vaucluse parce que j'y travaille un jour par semaine. Le Vaucluse, c'est 6000 naissances domiciliées chaque année. L'économie, on l'avait mis avec Natacha à l'écran, mais l'économie sur ce territoire pourrait être de 66 millions d'euros sur ce territoire. Mais c'est juste incroyable, puisque, en gros, c'est ce qu'Adrien Taquet a mobilisé pour la psychiatrie et la pédopsychiatrie, mais plutôt la pédopsychiatrie, excusez-moi, je m'embrouille. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, la mobilisation de l'ensemble des professionnels autour des femmes et des bébés, c'est un incroyable potentiel d'économie à long terme, parce que nous pensons pour la génération qui vient. Excusez-moi, je me suis un peu emporté, mais grosso modo, c'était pour dire aux collègues que ce qui a été fait à Marseille dans des conditions marseillaises, c'est possible à d'autres endroits, et que l'Alliance francophone pour la santé mentale périnatale, où il y a tous les métiers qui s'occupent des bébés, eh bien, c'est un outil potentiel pour faire avancer ces choses-là, échelon de territoire par échelon de territoire, maternité par maternité, département par département, et peut-être même région par région. S'il y a quelqu'un qui est copain d'enfance avec Renaud Muselier, je suis partant pour le rencontrer. En l'occurrence, à tous les étages, le bébé doit devenir une authentique priorité nationale. Et évidemment, bien sûr, les bébés les plus fragiles, ceux dont les mères présentent des troubles psychiques non repérés, ceux dont les mères ne sont pas assez bien accompagnées sur le plan social. Voilà, merci de votre attention. Donc je remercie donc Michel et Christine pour cette intervention très riche. Je pense qu'on va pouvoir essayer de discuter un peu, de débattre à partir des questions qui nous sont posées par les participants. Je dirais quand même une chose peut-être, c'est que l'expérience que Christine a développée avec un partenariat avec le département, avec la PMI, je pense qu'il faudrait que cette expérience-là se multiplie un petit peu partout en France. Il y en a d'autres, hein, mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, il y a des conseils départementaux qui jouent le jeu, et c'est bien. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il faut absolument aussi mobiliser l'ensemble des caisses d'allocation familiale aussi sur ce type de dispositif. Je pense que, alors je ne sais pas si Camille pourra nous dire quelque chose là-dessus, mais je pense qu'il faut absolument que la branche famille de la sécurité sociale permette aux CAF et aux associations
d'expérimenter localement des choses, des dispositifs avec une... Vous pouvez couper le micro parce que sinon, avec une possibilité de compenser le reste à charge des familles. Parce qu'en ce moment, il y a des expérimentations qui sont menées dans certaines CAF, mais la réglementation, en fait, ne nous le permet pas. Et donc, il faut absolument que la CNAF puisse ouvrir ce type d'expérimentation de 20 heures gratuites, etc. Puisqu'en ce moment, si effectivement on fait les 20 heures gratuites, le risque c'est que la prestation de service qui est financée par la CNAF n'est plus versée finalement aux CAF et aux associations. Donc, expérimentation locale possible plus qu'actuellement. 2, il faut qu'on relance effectivement, je dirais, notre partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous savez qu'il y a une convention qui a été signée et entre la CNAF et la CNAM autour du dispositif Prado Maternité. Alors il se trouve que la CNAM se désengage quand même au niveau du Prado, donc cette convention, elle devient obsolète. Il faut absolument qu'on puisse rediscuter avec la CNAF, avec la CNAM, avec le ministère, la DGCF, rediscuter de qu'est-ce qu'on met en place pour remplacer ce dispositif-là, cette convention entre la CNAF et la CNAF. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, il y a beaucoup d'ailleurs de questions sur les restes à charge, qui est un frein à l'intervention. Pour éviter effectivement ce frein, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble aussi sur la mise en place, la mise en œuvre d'une prestation, une nouvelle prestation familiale, légale, périnatalité, une prestation universelle. Et je pense que l'idée, c'est effectivement permettre à l'ensemble des femmes de pouvoir bénéficier d'une prestation de 20 heures d'intervention gratuite, d'où l'intérêt d'une prestation légale, puisqu'il n'y a pas de reste à charge dans ce cas-là. Et ces 20 heures d'intervention permettraient effectivement aux femmes qui le souhaitent une intervention d'une TISF et un diagnostic qui serait fait par la TISF, par les professionnels d'intervention, un diagnostic sur la situation de la famille et de leur proposer une intervention par la suite plus importante, par exemple. Donc vous voyez, il y a 3 niveaux. Expérimentation au niveau local, il faut que la CNAF nous permette ces expérimentations, c'est pas suffisamment le cas. Deuxièmement, revoir effectivement un partenariat entre la CNAF et la CNAM. Et troisièmement, discuter peut-être il faudrait peut-être que dans la prochaine COG entre la CNAF et l'État, ça soit intégré, rediscuter et mettre en place une prestation légale périnatalité. Alors, ce que je dis là, c'est porté par les 4 fédérations nationales d'aide à domicile. Adrien Taquet a parlé ce matin d'une éventuelle possibilité d'un groupe de travail interinstitutions avec les fédérations et avec la CNAM et la CNAF et la DGCF et la Direction Générale de la Santé, etc. Je pense que voilà, ce groupe de travail doit servir également à ça, à mettre en place ce type de dispositif-là. Voilà. Donc, on peut peut-être, si vous avez des réactions, peut-être Camille, je sais pas, si vous voulez prendre la parole dès maintenant, suite à ce que je viens de dire, c'est possible, bien évidemment. Oui, merci Jean-Laurent. Vous avez raison, je pense que l'idée c'est qu'on essaye à un niveau national d'échanger sur vos propositions. Donc on a un certain nombre d'acteurs effectivement qui sommes concernés au niveau national par l'aide à domicile. Et il me semble que ce serait vraiment pertinent de pouvoir articuler, de pouvoir faire en sorte qu'on s'articule ensemble, voilà, pour effectivement mieux déployer ces dispositifs. Il me semble que voilà, on avait commencé à échanger sur une sorte effectivement de groupe de travail au niveau national avec
différentes institutions. L'idée, c'est que si on arrive à fluidifier nos échanges à un niveau national, que cela après soit décliné au niveau des territoires et que cela soit plus simple aussi au niveau des territoires pour échanger avec les professionnels de santé, pour éventuellement expérimenter, etc. Donc effectivement, vous avez raison, j'ai bien noté vos points. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement discuter dans ce cadre-là à un niveau national. Et puis effectivement, il y a des enjeux de financement. Alors je ne suis pas seule à décider des financements, je ne suis pas au bon niveau, mais c'est quelque chose qu'on pourra en tout cas pouvoir échanger aussi dans ce cadre-là. Et puis voir quelle marge de manœuvre budgétaire on a, mais voilà, moi là-dessus je peux pas vous répondre d'emblée, mais il me semble effectivement intéressant qu'on puisse échanger avec différents partenaires. Alors, on a jusqu'à 13 heures, hein, malheureusement, donc il nous reste 5 minutes. Et ensuite, voilà, il y aura la pause déjeuner et on reprendra, je crois, à 14h15, si je me trompe pas, sur la 3e table ronde. Alors, en 5 minutes, on va pas avoir le temps de dire grand-chose. Il y a des questions, en particulier là sur la nouvelle circulaire de la CNAF qui simplifie la circulaire de 2016. En particulier, une question qui dit il faudra améliorer l'accès aux droits de l'aide à domicile en simplifiant les faits générateurs. Et les faits générateurs sont trop limités dans le temps. Voilà. Est-ce que du coup la nouvelle circulaire permet de supprimer cette limitation dans le temps des faits générateurs? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Camille? De la CNAF, elle est encore en cours de rédaction, elle n'a pas encore été transmise. Je laisserai plutôt la CNAF répondre sur ces questions-là. Je sais qu'elle intervient alors plutôt sur le handicap tout à l'heure, mais je vais éviter de trop m'avancer à la place de la CNAF. Puisque la circulaire est en cours n'est pas encore totalement rédigée. Je ne sais pas si c'est une information qui est partagée aussi avec vous, c'est que on va pouvoir effectivement saisir par rapport à un événement déclencheur, saisir la possibilité de rentrer dans l'aide à domicile à compter d'1 an suite à l'événement. Donc je pense que ça c'est vraiment a priori si ça se confirme. C'est une avancée considérable, effectivement. Hein. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le temps ou pas de poser des questions? Alors, parce que là, c'est compliqué. Je regarde les questions. Il y a beaucoup de questions, effectivement, mais là, on en a parlé hein, sur la participation familiale qui ne tient pas. Alors, par exemple, il y a une question technique aussi, mais je ne sais pas si on va pouvoir lui répondre, c'est que on prend en compte le quotient familial des familles à l'instant T, pas à l'instant T. Donc ça c'est un problème puisqu'il faudrait effectivement prendre en considération la situation familiale à l'instant T. Voilà, je ne sais pas si voilà c'est une proposition qui est faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors attendez, là je regarde parce que ça tourne souvent autour des mêmes problématiques. Ouais, certaines questions insistent effectivement sur l'importance de la prévention. Donc certains disent bravo effectivement aux messages qui ont été transmis autant par notre ministre que par Michel Bugnat tout à l'heure, qui effectivement encourage le secteur effectivement à développer plus de prévention, donc ça c'est plutôt bien. On se demande du coup pourquoi le dispositif retour précoce à domicile ne fonctionne pas bien. Je pense que effectivement on a un peu répondu à cette problématique. Il faut absolument nous permettre d'expérimenter et de rentrer en partenariat effectivement
avec un certain nombre d'acteurs de la périnatalité. On l'a illustré tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là. Alors, il y a une question pour Michel Dugnat. Bonjour docteur, voilà, je m'apprête à rentrer en formation TISF pour travailler en SAP. J'ai une question, est-ce que les jeunes parents reproduisent le même schéma qu'ils ont vécu avec leurs parents? Alors je sais pas si on peut en 30 secondes répondre à cette question. Voilà, je sais pas si Michel, tu as entendu la question. Il est parti, hein. Ah, il est peut-être parti. Alors, je ne sais pas, Christine, je vois qu'il y a... Par rapport à cette question, par rapport à l'expérience des TISF, justement, rien n'est définitif et c'est tout l'intérêt de l'intervention précoce, c'est-à-dire justement de comment éviter les schémas répétitifs et comment les parents vont se saisir d'un soutien, d'un accompagnement et peut-être justement évoquer des difficultés récurrentes. Et c'est tout l'intervention TISF de pouvoir mettre en relais avec les partenaires existants sur les questionnements qui peuvent ressurgir par rapport à des blessures importantes. Donc c'est effectivement un métier qui nécessite d'avoir, le métier a beaucoup changé. Le TISF, c'est un acteur de réseau avant tout, hein, pour être en concertation, en lien avec les équipes et permettre ces orientations. Merci, Christine. Il y a une question, enfin c'est plus une réflexion, je dirais, autour de la communication du dispositif CAF par les CAF. C'est vrai que les familles cherchent l'information et ne la trouvent pas toujours. Comment peut-on effectivement améliorer le problème, on en a parlé tout à l'heure, hein, le problème de la communication, de l'information des familles. Camille, vous en avez parlé tout à l'heure aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette question de la communication, de l'information? Oui, alors en fait, il y a deux choses, je pense, dans la communication. Il y a les canaux de communication qu'on utilise. Je pense qu'on n'en utilise pas suffisamment ou peut-être pas les bons pour faire en sorte que vraiment l'information elle arrive auprès des familles. Je pense notamment, on en a un petit peu parlé, mais ça peut aussi passer par notamment les professionnels de santé, faire davantage de liens avec les structures de santé pour qu'elles mettent en avant aussi ces dispositifs-là. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion autour de quels canaux de communication on utilise et comment on pousse l'information auprès des familles. Donc ça, c'est un premier point auquel il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on fasse déjà une sorte d'état des lieux de ce qui est fait et au regard de ça, de voir qu'est-ce qu'on pourrait déployer en plus. Et puis, il y a le niveau, je dirais, quel contenu on pousse. Est-ce que le message que l'on porte auprès des familles est clair, est simple? Est-ce que c'est facilement compréhensible? Est-ce que ben voilà, c'est avec des mots que les parents peuvent comprendre, des mots un peu percutants. Donc ça, il y a, je pense aussi peut-être un travail à faire là-dessus sur les contenus que l'on pousse auprès des familles, à voir un petit peu quel contenu on utilise jusqu'à présent et comment on pourrait peut-être simplifier le message pour qu'il soit peut-être plus percutant et qu'il parle davantage aux parents en évitant, alors on le fait tous un peu dans ce secteur-là, mais on a beaucoup de termes un peu techniques, en faisant en sorte de vraiment simplifier au maximum pour que le message passe auprès des parents. Donc ça, c'est vraiment deux niveaux sur lesquels on doit travailler. Merci. Alors on va être obligé d'arrêter là. Il y a d'autres questions importantes, mais on n'a pas le temps. Je vous donne rendez-vous pour la 3e table ronde à 14h15. Voilà. Donc merci pour votre participation et à bientôt.